Comment gérer le déni d'un proche face au TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais, avec l'aide d'un psychiatre, vous expliquer comment gérer le déni d'un proche face au TDAH. Nous allons dans un premier temps voir quelles sont les causes de cette réticence pour essayer de mieux comprendre les personnes qui sont dans le déni. Puis dans un second temps, le docteur Jean-Baptiste Alexanian interviendra dans cette vidéo pour vous donner des solutions concrètes. Lorsque l'on a des doutes sur le fait que l'on pourrait avoir ou non un TDAH, on va en parler à ses proches, à ses parents, ou tout simplement à son entourage proche. Et cet entourage peut avoir certaines réticences sur le fait que l'on puisse vraiment avoir un TDAH. Et dans certains cas, cette réticence, voire même ce refus total face au TDAH, va même perdurer après que le diagnostic soit tombé. Et les arguments que vont utiliser cette personne, ou ces personnes, vont généralement être que ce TDAH n'existe pas, ou que ce TDAH n'est qu'un problème de comportement, et rien d'autre. Ou encore que vos problèmes d'attention et de comportement sont simplement la conséquence d'un événement qui est arrivé dans votre vie, dans votre passé, et qui vous a perturbé, etc., etc. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner pour moi quelles sont les causes de cette réticence pour que vous soyez en mesure de comprendre pourquoi ils ont ce type de réaction. Donc, premièrement, je pense que lorsqu'on est parent et que notre enfant a eu plusieurs problèmes de comportement durant son enfance et que ces problèmes de comportement ont eu plusieurs conséquences dans son enfance, je pense qu'on a du mal à admettre que tous ces problèmes sont tout simplement la conséquence d'un trouble, que tout cela se résume à un simple trouble et non pas à de simples problèmes de comportement. Deuxièmement, en tant que parents, ils vont toujours souhaiter que leur enfant, et ce même inconsciemment, soit le reflet de leur imagination et soit le plus parfait possible donc. Et de ce fait, ils vont avoir beaucoup plus de mal à accepter que leur enfant est un trouble, car ça voudrait dire que cet enfant n'est pas conforme à leurs attentes en tant que parents, entre autres. Troisièmement, le manque d'informations sur ce trouble, et notamment les fausses informations qui tournent autour de ce trouble, vont tout simplement participer au fait que les parents soient réticents face à ce trouble. Et il y a notamment une idée reçue qui me vient en tête que j'ai eu tendance à pas mal entendre et à pas mal voir de la part des parents, qui est entièrement fausse, qui dit que le TDAH serait la conséquence d'une mauvaise éducation, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais toutes ces fausses informations, toutes ces fausses idées reçues qui sont cumulées les unes aux autres, vont participer au fait que les parents vont être beaucoup plus réticents face aux troubles de leur enfant et face, du coup, à l'acceptation de ce trouble. Maintenant que nous avons vu quelles étaient les causes de cette réticence face à ce trouble, nous allons voir quelles sont les solutions. Et malheureusement, ni vous ni moi n'ont l'autorité nécessaire pour tout simplement pouvoir prétendre convaincre vos parents sur le fait que vous pourriez avoir ou que vous ayez un TDAH. Donc pour ça, j'ai tout simplement laissé la parole au docteur psychiatre Jean-Baptiste Alexanian. Donc je vous retrouve juste après, c'est parti. Bonjour Arthur et merci de m'avoir sollicité pour parler de ce sujet important qui est le TDAH chez les jeunes et qui est aussi parfois les difficultés qu'ont les parents, mais aussi parfois les adolescents eux-mêmes, à reconnaître ce trouble et puis à l'accepter. C'est un trouble qui est fréquent, très fréquent, et la principale difficulté face à ce trouble qui touche entre 5 et 8% des enfants et 5% des adultes, c'est que c'est un trouble dont la symptomatologie n'est qu'une exagération d'une symptomatologie qui est présente chez tout le monde. Un petit peu comme l'anxiété, si tu veux. C'est-à-dire que on se retrouve dans une situation où tout le monde sait ce que c'est l'anxiété. Tout le monde a déjà été anxieux, tout le monde a déjà été stressé. Et donc, il y a quelque chose qui paraît commun, qui paraît normal. Et pour autant, il existe d'authentiques troubles anxieux. C'est-à-dire des gens qui sont de manière pathologique, envahi par cette émotion, envahi par ce doute, envahi par cette inquiétude et cette préoccupation qui est l'anxiété. Et je pense qu'il ne viendrait à l'idée de personne de dire que le trouble anxieux n'existe pas, ni que la dépression n'existe pas. Tout le monde a connu la tristesse, mais la dépression, c'est une tristesse, une perte de plaisir qui est à un niveau, à une intensité qui devient pathologique.
Et c'est la même chose pour le TDAH. Le TDAH, c'est le fait d'être distrait et impulsif de manière pathologique, de manière envahissante, de manière problématique, notamment dans les situations où il n'y a pas de plaisir, notamment dans les situations où il y a du stress. Et donc, comme c'est quelque chose qui est commun chez tout le monde est plus distrait et plus impulsif quand il n'y a pas de plaisir ou quand il y a du stress. Quand on fait quelque chose qui nous ennuie, qui nous énerve, qui nous agace, eh bien on est plus distrait, plus impulsif. Mais le TDAH, c'est une intensité particulièrement sévère, particulièrement envahissante, avec des conséquences réelles pour la vie des gens. Je sais pas moi, un échec scolaire par exemple, je sais pas moi, se sentir rejeté, être trop impulsif vis-à-vis des autres, donc avoir des difficultés d'interaction sociale par exemple, et il y a plein d'autres difficultés. L'impulsivité peut aussi mener à des comportements de délinquance, peut aussi mener parfois à des comportements de type toxicomanie. Bref, il y a plein de conséquences possibles à cette anomalie qui peut être envahissante et qui est d'être particulièrement distrait et impulsif dans les situations où il n'y a pas de plaisir. Mais il faut aussi dire aux parents et aux jeunes que le TDAH, cette particularité, ce phénomène un petit peu extrême peut aussi, dans d'autres circonstances, être un avantage. Et c'est aussi important de comprendre que le TDAH, ce n'est pas une maladie. Effectivement, les parents qui verraient leur enfant non malade ont bien raison de le trouver non malade. Il n'est pas malade, cet enfant ou cet adolescent. C'est un jeune homme ou une jeune femme qui a une particularité qui est particulièrement et de manière pathologique impulsif et distrait dans les situations de stress ou de déplaisir. Donc les choses sont complexes. Plus exactement, elles sont communes parce que tout le monde a déjà vécu ce que c'est d'être impulsif et distrait dans les situations de déplaisir, d'avoir la tête en l'air ou de s'énerver rapidement. Mais l'intensité et les conséquences réelles sur la vie des gens, ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Et parfois, quand ces conséquences sont importantes, ça s'appelle un trouble. Et ça peut s'appeler éventuellement un TDAH. Tout comme, encore une fois, il ne viendrait à personne l'idée de dire que la dépression n'existe pas sous prétexte que tout le monde est un peu triste de temps en temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment un des principaux problèmes qu'on a et qu'on rencontre dans le déni, notamment chez certains parents, mais honnêtement, franchement, c'est relativement rare. Le déni, en général, il vient plus de l'entourage un peu plus éloigné, en général, que les parents, parce que les parents sont souvent confrontés aux difficultés concrètes et réelles que ça pose. Mais tu me poses cette question, donc je te réponds sur cette question. En tout cas, vraiment, je pense que le cœur de l'incompréhension et du déni vient encore une fois et toujours en psychiatrie du fait que les gens minimisent l'impact des symptômes. Encore une fois, les symptômes, ils sont communs à tout le monde, mais leur fréquence et leur gravité et les conséquences de leur gravité, ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Et quand ça arrive à un seuil vraiment sévère, il faut agir et il ne faut pas hésiter à parler de troubles. Il ne faut pas, pourquoi pas, hésiter à consulter un professionnel. Moi, je conseille toujours de consulter d'abord le médecin traitant, mais après, on peut aussi consulter un psychiatre directement si on le souhaite. Moi, je pense que malgré tout, le médecin traitant est une personne vraiment ressource dans ce type de situation. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aura intéressé, que ça t'aura convenu, et puis j'espère que les personnes qui regardent sa vidéo auront été aussi intéressées. Je te dis à très bientôt, Arthur. Bye. Et voilà, nous remercions le docteur Alex Agnan pour nous avoir éclairé sur le sujet. J'espère que ces paroles ont pu vous aider. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager, c'est très important pour moi, et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc je vous ai mis une seconde vidéo en lien dans la description, dans laquelle je vous donne mes meilleurs conseils pour tout simplement transformer vos idées en réels projets concrets. Donc si ça vous intéresse, foncez la voir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite. C'était Arthur. Ciao.